Salut! Petite vidéo un peu plus légère pour souffler parce que là je vous prépare des gros projets, notamment une vidéo sur Harry Potter 2 GameCube, une vidéo sur E = M6 et comme c'est des trucs qui traînent un peu et que je voulais pas vous laisser encore une semaine sans vidéo, je me suis dit go leur parler d'un truc qui va les intéresser et qui est un peu plus facile à faire. Je vais vous parler aujourd'hui d'une partie classée qui a duré plus d'une centaine d'heures. Et attention, on n'est pas sur le cas d'une expérience entre deux potes qui se sont mis d'accord pour faire traîner une partie le plus possible, non, on est sur le cas d'une partie qui était tellement équilibrée qu'elle a duré une centaine d'heures et c'est absolument incroyable. Ça s'est passé sur le jeu Age of Empires 2, mais attention, si vous n'y avez jamais joué et que vous connaissez pas du tout, ce n'est pas grave, vraiment c'est un jeu qui est très explicite et puis en plus on va pas rentrer dans les détails techniques, ce sera plus sur tout ce qui s'est passé autour, car vous allez voir, il s'en est passé des choses. C'est parti pour vous raconter l'histoire complètement folle et aussi complètement débile de comment deux joueurs se sont retrouvés enfermés dans une partie qui a duré une centaine d'heures. Let's go! Alors, pour contextualiser un petit peu, comment ça marche une ranked sur Age of Empires 2? Alors, c'est très simple, t'as un menu sur le jeu, t'as un matchmaking sur lequel tu peux choisir de jouer en 1 contre 1, ça te met sur une carte, tu te retrouves contre le mec et c'est parti. Age of Empires 2, c'est un jeu qui est super explicite, super facile à comprendre, comme je vous ai dit. En gros, on a deux joueurs en 1 contre 1, ça commence à l'âge sombre où t'as pas grand chose à faire, si ce n'est récolter des ressources, etc. Puis petit à petit, tu passes les âges, tu récoltes encore plus de ressources, tu te fais une grosse armée, et à la fin, tu vas attaquer le mec et celui qui était le meilleur a gagné. Voilà, c'est bidon. Une partie sur ce jeu en 1 contre 1, j'ai envie de vous dire que ça dure en moyenne de, 15 minutes quand c'est vraiment un no match, jusqu'à, 40, 50 minutes, 1 heure pour les parties assez serrées. On a déjà vu des parties très longues durer jusqu'à 6 heures, mais c'est des trucs qui sont vraiment très rares. Et de toute façon, dans tous les cas, voilà, ça s'est toujours fini au bout d'un moment. La game dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une game avec deux joueurs pros, enfin pros dans le sens où ils sont très forts au jeu, ils sont pas forcément payés pour y jouer. On a donc d'un côté Ruben Stock et de l'autre côté André Deuzy. Alors, je vais pas vous détailler qui sont ces gars, c'est juste que c'est deux joueurs très haut classés, croyez-moi. Donc la partie commence, ça récupère des ressources, ça commence à faire des petites agressions, on avance dans les âges féodal, âge des châteaux. Bref, c'est une partie comme on en a vu d'autres, elle est assez serrée en l'occurrence, mais rien à signaler pour l'instant. On arrive tranquillement à l'âge impérial et les agressions continuent, donc ouais, allez, on est sur une partie qui prend son temps, c'est très équilibré, mais il faut savoir un truc, c'est que Age of Empires 2 est un jeu qui est conçu pour éviter que les parties durent justement. Est-ce que vous voyez ces trucs dégueulasses sur l'écran? Eh bien, ça c'est le mode de texture que Ruben Stock a installé pour désigner les ressources. Des ressources, il y en a 4 dans le jeu. On a la nourriture, le bois, l'or et la pierre. C'est dur de faire 4 comme ça. C'est comme ça va? Comme ça. Ah, c'est chaud. Chacune de ces ressources ont leur utilité. Par exemple, la nourriture, ça sert à produire pas mal d'unités, comme des villageois. Le bois, ça sert à construire des bâtiments et ça sert aussi à quelques unités. L'or, c'est la ressource qui permet surtout de créer des unités un peu plus fortes, des trucs un peu vénères. Puis la pierre, c'est pour créer des bâtiments un peu rares et un peu plus puissants, comme des forums, des châteaux, etc. Chacune de ces ressources est disponible en quantité limitée sur une carte, et en l'occurrence, elles sont pas toutes aussi rares. Sur les cartes, en général, il y a énormément de bois, ce qui fait d'ailleurs qu'on peut se faire énormément de nourriture, vu que pour faire des fermes qui permettent de faire de la nourriture, il faut du bois. Par contre, il n'y a pas beaucoup de pierres et pas beaucoup d'or, et en général, la pierre et l'or, c'est les deux ressources qui s'épuisent le plus vite. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé ici, la game a bien duré, donc il n'y a plus d'or sur la carte, et les joueurs se retrouvent à faire ce qu'on appelle une guerre de trash unit, c'est-à-dire des unités qui sont un peu nulles, mais qui ne coûtent pas d'or, et qui peuvent donc être produites en masse, il suffit juste d'avoir du bois. C'est souvent là que les parties se terminent, sur ces espèces de guerres de trash unit, il y a souvent un des deux joueurs qui reste un peu d'or et du coup il peut dominer, etc. Mais ici c'est pas ça qui se passe, et putain ça continue à traîner, ça continue à bien lutter des deux côtés, et ça lutte tellement qu'on en arrive au point qui est rare où il n'y a plus un seul bout de bois sur la map. Et donc on en arrive au point où il n'y a même plus assez de bois pour faire des fermes, et donc il n'y a plus de nourriture. Ouais, les ressources commencent à disparaître quoi. Tu sais que c'est une partie qui dure quand les joueurs commencent à faire un truc qui se fait très rarement, c'est quand ils commencent à prendre leurs villageois pour aller dans le village ennemi et prendre leur ferme. C'est un truc qu'on peut faire pour économiser un peu de bois et récupérer les quelques grammes de nourriture qui restent chez l'adversaire. Mais c'est un truc qui vraiment, je vous jure, ça se fait en fin de partie quoi. Donc ouais, voilà, c'est des combats qui sont presque ridicules, où tu vois les villageois qui tentent de piquer un peu les fermes, des unités un peu pourries qui se tapent dessus. Et on arrive donc à ce moment où il n'y a plus de bois, il n'y a plus aucune ferme sur la carte, il n'y a plus d'or, il n'y a plus rien. La carte est vidée de
toutes ses ressources. Donc à ce moment-là, la seule chose dont les joueurs peuvent dépendre pour créer des unités ou des bâtiments, c'est ce qu'ils ont en réserve, et en l'occurrence leurs réserves sont assez maigres, ou alors il existe quand même dans le jeu des moyens de générer des ressources à l'infini, ce qui fait que tu peux gagner la partie sur ça. Par exemple, dans le jeu, si vous jouez portugais, vous pouvez créer ce qu'on appelle des feitoria, c'est des bâtiments qui sont assez chers, mais qui te rapportent des ressources passivement et à l'infini. Typiquement, si t'as ça, bah voilà, tu laisses un peu la partie durer, et hop, t'as assez de ressources, tu vas buter l'adversaire, merci, bonsoir. Bon, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, parce qu'il n'y a pas un seul joueur portugais dans la game. Mais au moins, vous saurez que si vous jouez portugais à ce jeu, cette situation va sûrement moins vous arriver. Par contre, ce qui est commun à toutes les civilisations, bah, il y a le commerce déjà, c'est le fait de construire des charrettes de commerce pour faire des allers-retours entre ton marché et un marché d'un autre joueur, ça peut être un allié comme un ennemi. Bon, c'est quelque chose qui se fait pas trop avec des ennemis en général, vu qu'il va voir tes charrettes et il va les péter, et les charrettes ça coûte assez cher en plus. Donc bon, c'est pas ce qui s'est passé dans cette game. Par contre, il y a un autre moyen qui, ça, se fait un peu plus en 1 contre 1, c'est la génération d'or passive grâce aux reliques. Les reliques, c'est des objets qui sont disposés sur la map, que les moines peuvent récupérer, et ensuite placer dans un monastère, et passivement, ça va te générer de l'or. Et c'est ce qui s'est passé dans cette partie, c'est ce que les joueurs ont fait. Donc, avec les reliques, ce serait donc un moyen de terminer cette partie, et juste tu génères de l'or, tu fais des unités un peu strong, tu vas chez le mec en face, on n'en parle plus. D'ailleurs du coup à 3 heures de jeu, on a donc André Deuzy qui a 4 reliques stockées dans son monastère, et Ruben qui en a une. Ce qui veut dire que André génère passivement 4 fois plus d'or que Ruben, et bah allez, André va gagner, c'est trop cool, GG. Alors oui, sauf si Ruben pète le monastère de André, ce qu'il fait, et donc André perd sa génération d'or. Ok, bon bah ok, c'est Ruben Stock qui va gagner, il a sa relique qui génère de l'or. Ah bah non, parce que André vient péter aussi son monastère, et aucun des deux joueurs n'a moyen d'en reconstruire un, et... ouais, bah du coup c'est mort en fait. Là, la situation arrive dans une impasse, c'est-à-dire que les deux joueurs ont plus de ressources, ils ont des armées un peu éclatées, et ils génèrent plus rien au long terme, c'est complètement bloqué. Sauf que là, normalement, c'est censé être fini. C'est-à-dire que ce qui se passe dans 90% des parties qui durent comme ça, c'est qu'on a un dernier affrontement final des deux armées, un des deux joueurs prend la domination, et puis l'autre joueur, bah soit sa ville elle est rasée, soit il abandonne, parce que voilà, c'est terminé, et on n'en parle plus. D'ailleurs, si c'est ça qui se passe, c'est-à-dire une ultime bataille, eh bien, c'est Ruben Stock qui est censé gagner car il a une plus grosse armée. GG Ruben Stock, non. En fait, c'est précisément à ce moment-là que la situation devient complètement mindfuck. Ça se dit une situation qui devient mindfuck? Pas vraiment, mais je vais le dire quand même. En fait, pour que Ruben Stock gagne la partie, si on prend pas en compte l'hypothèse où André Deuzy abandonne, bah il doit réussir à tuer toute l'armée d'André et détruire aussi tous ces bâtiments qui peuvent produire des unités, y compris les châteaux d'André Deuzy. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les châteaux dans Age of Empires 2, c'est des bâtiments qui sont très forts en défense, vu que c'est des bâtiments qui tirent des flèches. Et autant tu vois, quand on est au moment de la partie où il y a beaucoup d'or, etc., c'est pas le truc le plus dur à tomber un château, c'est assez tanky et tout, mais ça va. Autant là, quand t'as une armée aussi merdique que celle de Ruben Stock, mais ces châteaux, ça devient des menaces de fou, tu ne peux pas t'approcher. Et donc voilà, on y est, on est complètement bloqué. De son côté, André Deuzy, il a aucune raison d'attaquer Ruben Stock. Il sait très bien que Ruben Stock a une meilleure armée que la sienne, sauf que de son côté, Ruben Stock, il peut pas attaquer André Deuzy à cause des châteaux. Bon, aucun des deux ne peut gagner. Mais heureusement, les joueurs sont quand même pas trop cons. André se rend compte que son armée est juste moins forte et que voilà, Ruben a mieux joué, il abandonne et c'est la fin. Merci, bonsoir. Non, évidemment, c'est pas ça qui s'est passé, sinon il y aurait pas cette vidéo. En fait, à ce moment-là, c'est plus une guerre médiévale qui se joue, c'est juste une guerre de mental qui va craquer en premier. En fait, on pourrait croire que André a forcément perdu, vu qu'il est de moins bonne armée. Mais dans ce cas-là, André a toutes les raisons de faire durer la game jusqu'à ce que Ruben abandonne. Et Ruben aussi a tout intérêt à faire durer la game jusqu'à ce que André abandonne. Chacun mérite la victoire selon lui, et il peut aller la chercher. Tout ce qu'il faut, c'est faire craquer l'autre joueur. Sauf que là, on est très loin du cas de deux joueurs sains d'esprit qui veulent pas faire durer la game inutilement. Non, on est sur le cas de deux joueurs qui ne vont absolument pas abandonner tant que l'autre l'a pas fait, et qui sont même prêts à laisser tourner leur PC à l'infini. C'est n'importe quoi. Et donc oui, c'est littéralement ce qui se passe, les heures défilent et il n'y a pas le moindre combat. Les joueurs ils se barrent, ils vont dormir, ils vont bouffer et tout. Rien à foutre, c'est l'autre qui va craquer en premier. Pendant ce temps-là, sur les forums d'Age of Empires, la communauté commence à se dire mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un des moments les plus incroyables qu'on ait vécu sur le jeu depuis la création du jeu en 98. Et je suis assez d'accord avec eux. Au niveau du mental, au début je trouve qu'on sent André un peu fébrile qui propose de jouer la game sur un 1v1 de villageois.
villageois où le perdant serait forcé d'abandonner. C'est un genre de duel de shérif où c'est le premier qui attaque qui a gagné. Sauf que ce duel, Ruben le refuse, bah vous savez pourquoi, hein, parce qu'il pense qu'il peut gagner. Mais en même temps, il peut pas gagner actuellement à cause de ces putains de châteaux, c'est absolument dingue. Alors, j'aimerais faire une petite parenthèse parce que peut-être certains se disent actuellement, what the fuck, c'est quoi ce jeu qui permet ce genre de situation? Alors, il faut savoir que ce genre de situation est très très rare. Une game tellement équilibrée que les deux joueurs se retrouvent bloqués parce que l'autre a des châteaux et t'as pas les unités pour en même temps, hein. C'est un truc qui arrive quasiment jamais. Pour vous prouver à quel point c'est rare, j'ai fait une petite expérience sur le jeu. En fait, j'ai créé une carte qui est parfaitement symétrique en termes de disposition des ressources, etc. Déjà, ça, c'est un truc que t'as pas dans le jeu de base, les maps sont un peu asymétriques. Mais en plus de ça, j'ai fait combattre sur cette carte en 1 contre 1 deux intelligences artificielles calibrées sur la même difficulté qui jouaient la même civilisation. On est donc sur le cas de la partie, je pense, la plus équitable possible. Deux joueurs, le même niveau, la même carte, la même civ, tout pareil. Bah, même dans ce cas ultra équilibré, il y a quand même un des deux joueurs qui prend le dessus. Il y a toujours un moment où tu prends un peu de snowball parce que tu pètes telle unité et lui arrive pas à taper celle-là. Il y a toujours un truc qui se passe qui fait que ça se débloque et c'est voilà, c'est trop rare une situation où c'est bloqué comme la game de Ruben et André Dozzi. Bref, c'était juste pour éclaircir le point pour ceux qui pensent que c'est vraiment un jeu de débile. Croyez-moi, ça l'est pas. Donc retour à la partie et ouais, les heures défilent et c'est délirant ce qui se passe. Sauf que voilà, mine de rien, ces joueurs restent des humains normaux et deviennent petit à petit impatients. Surtout Ruben Stock, à vrai dire, qui, comme je vous l'ai dit, a une plus grande armée et pourtant il en fait rien. Et en fait, il devient tellement impatient qu'il se dit est-ce qu'il y aurait pas un moyen de les détruire ces châteaux, quoi, de faire un truc avec mon armée? Donc, avec son chat, vu qu'ils ont bien le temps de faire ça, ils élaborent une stratégie pour éliminer les châteaux d'André. Et oui, il y a une stratégie qui permettra d'éliminer les châteaux d'André. Et vous allez voir, c'est assez dingue. Bon, déjà, cette stratégie, elle a un petit prérequis, juste comme ça. Il faut que André Dozzi dorme. Si André est là, bah cette stratégie ne fonctionnera pas. La stratégie, elle repose sur le fait que Ruben, dans son armée, il a ce qu'on appelle des hussards, donc c'est des chevaux avec un mec dessus. Et ces unités, comme vous pouvez l'imaginer, elles sont assez rapides. Et en gros, qu'est-ce qui va se passer? Ruben va ramener son hussard près du château ennemi. Le château ennemi va l'attaquer avec des flèches, du coup. Sauf que comme on est sur un hussard qui va assez vite, il peut faire des allers-retours avec une commande dans le jeu et esquiver à l'infini les flèches du château. Donc le château, il est bloqué sur le hussard qui ne se prend pas de flèches dans tous les cas. Et pendant ce temps-là, Ruben, il peut ramener le reste de son armée et les quelques villageois qui lui restent. Ouais, bon, les villageois, c'est pas fait pour péter des châteaux, mais on fait avec ce qu'on a. Au corps à corps du château pour l'attaquer petit à petit et le faire tomber. C'est une stratégie qui est d'une débilité parce que, en fait, il suffit que André Dozzi se réveille et c'est terminé. Parce que André, ce qu'il peut faire, c'est sélectionner son château et cliquer sur les villageois au corps à corps du château pour les défoncer, ça. Ça démolit des villageois, un château. En plus, c'est une stratégie qui est tellement lente. Je veux dire, là si vous connaissez pas trop le jeu, vous pouvez pas vous rendre compte, mais sachez que c'est peut-être une des pires armées possibles pour tomber un château qui est aussi solide. Mais bon, bah il applique cette stratégie parce que faut bien avancer. Et après un long moment, le premier château d'André tombe. C'est voilà, c'est le premier truc qui se passe absolument fou sur ce stream. Il a réussi à péter un château avec la pire armée possible. C'est absolument incroyable, c'est un gros achievement. Sauf qu'en fait, il en a d'autres de châteaux, André. Sinon, ce serait trop facile, hein, sinon. Hein. Et je pense que André, il a eu un peu le seum que ça arrive cette histoire. Ce qui s'est passé pour le deuxième château, c'est que bah voilà, Ruben Stock faisait littéralement la même stratégie, sauf que André s'est plus fait avoir et revenait sur sa partie pour l'empêcher. Donc bon voilà, c'est terminé. On a eu un sacré enchaînement d'échecs et c'est dommage parce que tu fais tomber ces châteaux, tu fais tomber le forum et c'est finito. Ruben Stock a gagné la partie, mais il faut que André ne soit pas là. C'est fou cette histoire. Le truc c'est que vu que Ruben Stock il est en live, il suffit que un des mecs qui connaissent André lui envoie un message en mode ah Ruben Stock attaque tes châteaux, reconnecte-toi. Donc bon, la situation est assez compliquée. Et vous savez ce qui est le plus triste dans cette histoire? Bah c'est que pendant ce temps-là, André Dozzi aurait pu gagner la partie. En fait, Ruben Stock n'a pas recherché la technologie et il a clairement plus les moyens pour le faire pour que son château tire des flèches au corps à corps. C'est une technologie qui est cool parce que ça évite que des unités se mettent au corps à corps du château et le défoncent sans que le château puisse riposter. Un moyen d'éviter que l'ennemi pète ton château au corps à corps sans se faire emmerder, c'est de mettre des obstacles, donc par exemple des palissades ou des maisons collées au château, et comme ça, bah, l'ennemi peut juste pas se rapprocher et c'est bon, c'est GG. C'est ce que Ruben a fait, il a construit des murailles autour de son château, sauf qu'il avait oublié un point. Donc oui, il y avait un angle mort dans lequel André aurait pu venir avec même un pauvre villageois et péter le château de Ruben.
Et c'est dommage parce que bon, à 62 heures de partie, Ruben a terminé son mur, mais pendant ce temps-là, André aurait pu gagner. Bon, je sais pas s'il aurait vraiment pu gagner parce qu'il restait quand même une grosse armée à gérer, mais ça aurait été une belle avancée de péter l'ultime château de Ruben, quoi. Bref, c'est vraiment une situation qui est légendaire, c'est vraiment super drôle de suivre ça en live, les chats sont en folie. Les deux joueurs se sentent encore en position de gagner, car voilà, ils ont tous les deux une win condition, c'est-à-dire une condition de victoire. Pour Ruben, bah ça revient à détruire les châteaux ennemis en utilisant la technique du kite, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et pour André, alors tenez-vous bien, voici sa condition de victoire. En gros, André dit que si la game dure plus de 10 jours, Ruben devra forcément abandonner car il a une compétition sur Age of Empires 2 et donc il devra quitter la partie pour lancer l'autre. On en parle que André était prêt à faire durer une game 10 jours en attendant que l'autre ait une compète juste pour quelques pauvres points de merde de ranked quoi. C'est trop cette histoire. Et du coup la game dure encore et encore, 70 heures, 80 heures, 90 heures, alors je vais pas vous mentir, c'est pas très palpitant à regarder, mais bon, c'est plus tout ce qu'il y a autour qui est marrant. On arrive tranquillement aux 100 heures, et d'ailleurs à ce moment-là c'est très drôle, car Ruben se permet de partir en week-end, car il sait que sa défense est impénétrable et que André ne peut pas gagner, même si Ruben n'est pas là, André peut rien faire. Sauf que à précisément 98 heures et 13 minutes, le stream de Ruben se coupe. Donc là à ce moment-là, tout le monde est en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va sur le stream de André de Z, et une minute plus tard, voilà ce qui se passe. Ruben s'est déconnecté et donc André est le vainqueur de ce match. Wouhou! Et bah putain, et en fait ce qui est fou, et je vous l'ai redit 5000 fois, c'est que vraiment André était pas censé gagner, il avait pas l'armée pour. D'ailleurs dans la situation, c'était plutôt Ruben qui était bien parce que lui il pouvait se barrer comme il voulait. André devait revenir pour vérifier que Ruben n'attaquait pas ses châteaux. Non non, vraiment c'est fou qu'André ait gagné. La morale de cette histoire c'est que, bah vous voyez, la patience ça paye toujours. Non, alors oui dans certains cas, mais là c'est complètement con, soyons très honnêtes. C'est complètement con, mais c'est vraiment une belle histoire qui pour moi rend hommage à ce jeu que je trouve vraiment légendaire et passionnant à voir en compétition ou en événement comme ça. D'ailleurs pour la blague, pour finir le match, André et Ruben ont relancé un match en 1v1 et ils ont fait ce fameux 1v1 de villageois et c'est Ruben Stock qui a gagné. GG à lui, sauf que non, c'est quand même André de Z qui a gagné des points de ranked, il a gagné 13 points sur ce match, c'est bof quoi. Je veux dire, tu gagnes 13 points aussi si tu fais un match qui dure 20 minutes. Ah, le degré de connerie quand même, bien légendaire. Hein. J'espère que cette histoire vous aura plu, il y avait beaucoup d'impro, j'ai peur d'avoir radoté un petit peu. En tout cas, j'avais vu personne en parler en France, donc je me suis dit, allez, let's go en parler, ça va les intéresser. Ce qui est marrant avec cette histoire, c'est qu'il y a même eu genre des articles de presse tout pétés, vous savez, sur ces sites de culture geek et tout, mais en même temps c'est une sacrée histoire, donc oui ça vaut le coup. En tout cas je vous dis rendez-vous bientôt pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce format un peu plus léger, pas au niveau du montage par contre, je pense que ça va être assez horrible. GG au dérocheur qui va passer un bon moment je pense. Venez me voir sur mon Twitch, AskUnsTV, on fait plein de trucs, on se régale, vraiment venez nous voir, c'est la fête. Abonnez-vous, c'est giga important. Objectif 200 000 la team, quand j'aurai 200 000 abonnés, je ferai une petite fête. Coupé.